Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, l'expérience d'achat, la clarté du parcours et le petit moment décisif où un visiteur va passer ou pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client, donc je vais voir où vous perdez des ventes, ce qui peut bloquer, freiner. Et puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages principales. L'objectif, c'est plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas exactement quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, vous pouvez réserver un appel via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un objet simple en apparence, une affiche. Mais derrière une affiche, il peut y avoir bien plus. Un souvenir, un lieu marquant, une histoire personnelle et parfois même une vraie stratégie de marque. Je reçois Erwan Guizou, qui est le cofondateur de l'afficheur français, une DNVB qui a su transformer un produit créatif et émotionnel en véritable business e-commerce. Leur défi, c'est réussir à mêler design et émotion tout en construisant une marque rentable et capable de se démarquer dans un univers très visuel. Dans cet épisode, on va parler de création de marque, de DNVB, d'expérience client et des coulisses d'un e-commerce où la créativité doit aussi performer. Bienvenue, Erwan. Bonjour Céline, merci beaucoup pour ton accueil. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours avant de lancer l'afficheur français? Avec grand plaisir. Donc moi c'est Erwan, j'ai 28 ans, j'habite à Brest et l'afficheur français, qui est la marque que j'ai cofondée, avec mon frère, Cyril, on est basé à Brest et donc moi j'ai fait des études dans la communication, plutôt spécialisé dans la communication digitale et puis, j'ai eu ensuite une expérience dans une start-up dans l'énergie à Nantes pour ensuite me consacrer, pleinement aujourd'hui à ce projet qui est, l'afficheur français. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a été le déclic? À quel moment tu t'es dit, tiens, on va faire quelque chose dans l'affiche, dans le domaine des affiches, quoi? Comment ça s'est passé en fait, la création? C'est ça, donc nous, on est vraiment spécialisés dans les affiches sur le sport et en fait, la Ouais, petite histoire, l'afficheur français, c'est parti d'un projet durant le covid, avec, mon frère. En fait, on a eu, la simple envie, entre guillemets, de créer une affiche autour du club que l'on aime, le club que l'on supporte, qui est le Stade Brestois. Et donc, on a créé un peu ça de notre côté. On a juste eu l'intention de créer une affiche qui allait plaire aux supporters du Stade Brestois. Et puis, en fait, très rapidement, donc pour l'anecdote, on a lancé ça un 1er décembre, et puis très rapidement, ça a pris un fort engouement. Et de cette simple envie de créer une première affiche, en fait, on a eu l'occasion de travailler avec le Stade Brestois, et puis de fil en aiguille, à travailler avec d'autres clubs pour aujourd'hui finalement en vivre et surtout voilà, créer plein d'autres affiches sur l'univers du sport spécifiquement, mais au-delà du football, sur bien d'autres sports. d'accord. Donc, selon toi, c'était un manque que tu as identifié sur le marché? Oui, alors du coup, au début, l'idée, c'était pas forcément d'en créer un business vraiment. On l'a fait vraiment par passion, mais il existait en fait pas du tout de produits de ce type sur le marché, en tout cas pour Brest, qui il y a encore quelques années était un club très méconnu en France. Voilà, très peu de merchandising, en tout cas autour du Stade Brestois sur cette partie affiche. Là où les acteurs se concentraient plutôt sur les clubs entre guillemets les plus populaires à Oui, l'échelle nationale et européen. Donc voilà, on va dire, on avait cette petite frustration de notre côté que Brest ne je soit pas comprends. représenté. On a créé notre affiche et puis nous voilà aujourd'hui à représenter plusieurs licences et avoir plus de 80 affiches et une dizaine de sports sur notre site. Et ouais, trop bien. Et alors, au début, les premiers mois, ça ressemblait à quoi? Comment vous avez créé les premiers designs? Comment vous avez géré la logistique? Ça a été vraiment géré comme un side project, hein, forcément, voilà, ça prenait, une petite place dans le bureau. On a su a assez vite s'entourer, voilà, d'acteurs assez importants sur le territoire autour de Brest, notamment pour la partie impression. Nous, notre Oui, métier, c'est pas d'imprimer, c'est vraiment, voilà,
d'éditer, de commercialiser. Donc voilà, on s'est entouré d'un ami pour la partie graphiste, que nous on n'est pas graphiste. Et puis, voilà, assez, rapidement en fait, on le produit a fait parler de lui puisqu'on a eu l'opportunité d'avoir, des articles dans la presse locale, Oui. voilà, notamment, Le Télégramme, Ouest France. Et donc, voilà, de là où on s'était dit: «Ben, on va imprimer une petite cinquantaine d'affiches», heu, il a fallu rapidement, voilà, changer cette logistique pour se professionnaliser petit à petit. Heu, donc voilà un petit peu comment ça a démarré. Oui, donc c'est la presse qui vous a aidé à Oui. décoller, quoi? Ouais. Exactement, la presse et puis aussi surtout, l'appui, du Stade Brestois parce qu'au-delà d'avoir notre partie e-commerce, on a pu commencer à rentrer dans un point de vente dans cette boutique officielle et Ouais, puis aussi dans des boutiques, indépendantes à Brest, de la OK. grande surface, également, mais tout est Ouais. parti en effet de la presse surtout. Heu, voilà, au début, on avait, même pas forcément encore de stratégie d'acquisition. On n'avait pas de Facebook, enfin de Meta Ads en Oui. place, ni de Google Ads en place. Voilà, ça a été, le bouche à oreille. Brest, c'est encore une petite ville, une petite métropole en tout cas. Donc voilà, le produit a vite fait parler, de lui, sur la métropole brestoise. OK. Et c'est à quel moment que tu t'es dit: «Tiens, ça y est, ça commence à on tient quelque chose, ça commence à bien marcher et tout», Bah, forcément, donc au début, alors, on pour l'anecdote aussi, au début, la marque ne s'appelait pas L'Afficheur Français, elle s'appelait Ah. Passionnément Brestois, parce qu'on n'avait pas forcément l'intention de créer une marque Ouais, ouais, ouais. autour de l'univers, du sport. Mais en fait, voilà, quand on a eu un deuxième club qui nous a contactés de lui-même en disant que, voilà, ils avaient repéré, notre travail, qu'ils auraient aimé avoir ce style de création, dans Ouais. leur club. Bah, là, on a senti qu'il y Oui. avait quelque chose à faire, qu'il y avait, une place à prendre et puis un vrai besoin. Voilà, ce qui a été apprécié aussi, c'est notre manière de travailler. Heu, voilà, ça a été notre force, le côté, humain, de faire les choses, correctement. Donc voilà, on a très rapidement eu un deuxième club qui nous a contactés et donc là, en effet, on a créé une deuxième marque. Donc on avait Passionnément Brestois, on a eu Passionnément Stéphanois pour l'AS Saint-Étienne, donc on a pu avoir une licence officielle avec ce club et puis on a eu un troisième club et là, à partir de ce moment-là, on s'est dit: «OK, on va Ouais. arrêter de créer à chaque fois une marque. Il Oui, faut qu'on sinon crée il va y en quelque avoir, chose de plus gros, de plus important» et c'est comme ça qu'est né l'afficheur français, quoi. et est-ce qu'il y a eu, avec le recul, est-ce qu'il y a une erreur que vous avez faite, au début et qui vous a beaucoup appris? Bah, ça pourrait déjà être une erreur, le fait, au début de se dire: «Bah, on va créer une marque à chaque fois». Alors encore une fois, on n'avait pas l'intention au début de créer quelque chose de plus gros, mais on s'est Oui. rendu compte vite que voilà, gérer 3 sites Shopify, d'avoir autant de comptes, Klaviyo pour la partie mailing, bah, finalement, c'est pas gérable au quotidien. Ah Je ne ouais, parle non. pas encore des réseaux sociaux où là, faut faire, fois 3 Ouais, c'est une sur le usine à temps gaz passé. là. Ouais. Exactement. Donc ça, Mmh. forcément, ça a été une erreur et puis, peut-être aussi de ne pas avoir été, assez vite. Voilà, c'était notre side project, donc on n'avait pas forcément, le temps de passer, de mettre beaucoup plus d'énergie au début, mais, voilà, peut-être qu'on aurait pu, sentir un peu plus vite et voilà et d'aller plus vite en tout cas sur cette partie, bah, ça y est maintenant, à nous d'aller démarcher des clubs, à nous finalement, voilà, peut-être qu'on Mmh. était, un petit peu trop timide au début et qu'on aurait très bien pu rapidement prendre plus de place sur le marché, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui fait vraiment la différence dans votre croissance? Est-ce que c'est l'acquisition? Est-ce que c'est votre marque, Je dirais quand même alors, l'acquisition oui, mais je dirais avant tout, la marque, et le fait de respecter les licences pour lesquelles on travaille, c'est quelque chose d'important. Je disais on n'a pas été assez vite, mais il faut aussi faire attention à ne pas aller trop vite sur ce secteur-là. Ouais. On a pu voir où certains acteurs ont pu prendre énormément de licences d'un coup, mais il faut s'en occuper. Avoir une licence, c'est bien, heu, c'est une première consécration, mais finalement il faut, pouvoir l'exploiter et si on veut que demain ces acteurs qui nous, transmettent ces licences-là aient envie de prolonger avec nous et bah, faut qu'on puisse développer au mieux une collection, prendre le temps de bien faire une collection, heu, de produits qui va pouvoir plaire dans leur boutique, mais aussi, nous sur notre partie, e-commerce donc voilà et après sur cette partie acquisition, hem
En effet, nous, notre axe aussi, en tout cas en termes de marketing, on essaie vraiment, d'avoir un produit, auquel, à chaque fois les supporters vont pouvoir s'identifier. Donc Ouais, c'est de bien se renseigner, de respecter, voilà, notamment dans le sport, il y a un côté parfois un peu fanatique où il y a des choses vraiment à respecter, des codes, heu, à respecter et donc ça, on pense que c'est quelque chose aujourd'hui aussi qui nous permet de nous démarquer. ouais. Et pour revenir un peu sur l'acquisition, bah, les coûts, d'acquisition, ils ont explosé ces dernières années. Comment vous avez adapté votre, stratégie marketing par rapport à ça? Et bah, ça a été, en toute transparence, forcément compliqué à gérer parce Ouais, que, comme tu l'as dit, hein, tout le monde, hein, a senti cette explosion des coûts, notamment sur Meta. Nous, au début, on a commencé notre stratégie essentiellement sur Meta. ouais, On s'est mis assez tardivement sur Google Ads et puis, maintenant, on est plutôt, on va dire à 70 sur Google Ads et 30 sur Meta. mmh, Mais au début, on a eu des difficultés à combattre cette hausse des coûts en se posant des questions. Est-ce que le problème, c'est, le produit? Est-ce que, c'est notre manière, d'adresser le produit? Et puis, voilà, finalement, aussi en s'intéressant, on comprend que d'autres acteurs ont les mêmes problématiques, que nous. Donc, ouais, je dirais que toujours, enfin, à cette heure-ci, on teste toujours plein de choses différentes. Heu, mais voilà, nous, on a un produit qui est très visuel, donc qui est à la fois très visuel, donc ça nous permet c'est une petite simplicité, on va dire, pour la partie publicité, mais dans notre partie acquisition aussi, comment on essaie de combattre cette hausse des coûts, bah, c'est aussi de faire en sorte que les licences et les marques qu'on représente parlent de nous. Eux, ils ont une communauté qui est déjà établie, qui est très forte. Ils ont oui, parfois plusieurs centaines de milliers, de followers, voire millions pour ouais. certaines marques et bah, notre challenge, c'est, de faire en sorte que les marques parlent de nous Bah, finalement oui, et de oui, oui. réduire cette partie acquisition ou sinon ce serait trop compliqué simplement dans notre coin. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Bah, oui, c'est sûr, il faut en profiter, de cette visibilité, cette portée qu'ils ont, C'est ça, tout à c'est fait, ouais, c'est une tout à fait. opportunité pour Donc, vous, ouais. les clubs, voilà, on travaille notamment aussi avec, le Tour de France, voilà, Ah oui, oui, oui. Mmh. les réseaux sociaux du Tour de France, Ouais, c'est énorme là, en termes c'est d'audience. juste énorme, exactement. C'est clair, ouais. Et alors, comme on disait, bah, c'est un produit qui est très, visuel et qui touche aussi à des moments de vie, des lieux, des souvenirs et des passions. Donc comment vous travaillez cette dimension, émotionnelle sans tomber dans le gadget? C'est ça, bah, c'est justement tout ce travail que je pouvais dire, il y a quelques instants sur, nous, c'est le sport, donc c'est avant tout la passion. C'est transmettre les émotions, qu'on a au sport, qu'on peut Ouais, retrouver quand on va au stade. Figer ce moment, en fait, ce souvenir, ces émotions à travers l'affiche. Donc, voilà, on a développé toute une gamme, notamment autour des stades et l'ambiance qu'il y a dans les stades. Au-delà de l'architecture du stade vide, nous, on a pris le parti pris aussi de mettre l'ambiance. C'est quelque chose ouais, d'important, pour nous. Donc voilà, c'est beaucoup cet axe-là et puis, bah, c'est respecter, s'intéresser aux histoires des clubs, des supporters, bah, pour que ça puisse transparaître dans nos différentes, créations. Donc voilà, on mêle parfois l'histoire, voilà, c'est le cas comme on a pu le faire avec l'AS Saint-Étienne où on a fait une gamme plutôt historique sur, les grandes années, des Verts, notamment et puis après, on développe aussi des gammes plus propres à la saison. Voilà ouais. donc, il y a toujours un côté vintage qui va plaire, Mmh. Ouais, peut-être aux supporters les plus fidèles et les plus anciens et plus puis nostalgique. les Ouais. plus nostalgiques et puis ramener un petit peu de modernité aussi et nous l'idée, c'est pas juste du sport, c'est, voilà, mêler à la fois l'aspect décoratif et l'aspect sportif qui est pas toujours Mmh. évident, mais voilà, pour que tout le monde accepte dans la maison d'afficher, bah, l'affiche dans son salon, il faut aussi qu'il y ait ce côté décoratif et pas uniquement fanatique. Oui, mais le côté sportif, justement, ça fait que c'est pas qu'un simple effet de mode, une tendance, un truc qui est sympa, un truc déco qui va être sympa 6 mois et après ça va changer, quoi. C'est Exactement. comme c'est lié au sport et à la passion, pour un club, ça sera toujours, C'est ça, bah, la passion, c'est d'actualité. vraiment, Ouais, le mot, sur lequel on a travaillé notre marque, hein. Au début, on avait passionnément brestois, on avait ouais. passionnément stéphanois. Voilà, la passion pour nous, c'est vraiment ça qu'on veut, sur lequel on veut s'appuyer dans toutes nos créations.
Yes. Et alors, sur le site, comment vous faites pour retranscrire justement cette passion, dans l'expérience utilisateur? Et bah, c'était justement aussi une des forces qu'on avait au début quand on avait c'était beaucoup plus simple quand on avait un site, un univers. Parce que tout de suite, on peut utiliser des codes propres, à chaque club, à chaque, supporter, notamment dans la charte graphique. Forcément, c'était plus simple. Maintenant qu'on a mêlé tous, les sports, tous les clubs, et bah, c'était un peu plus compliqué pour nous, forcément dans un premier temps, puisque, quand vous avez une affiche, d'un club comme Paris et de Marseille, il ne faut pas qu'elles se retrouvent côte à côte sur le site. En tout cas, on va pas Surtout pas. surtout pas. On va pas s'adresser de la même manière. En tout cas, faut être vigilant à ça. Maintenant, aujourd'hui, bah, on essaie de travailler au mieux nos fiches produits pour montrer que voilà, on s'est intéressé à l'histoire du club, qu'on peut Oui. s'identifier à travers cette création, que ça n'a pas été de l'opportunisme de notre part, voilà, de se dire, Mmh. voilà, il y a beaucoup de supporters là, on va faire une affiche. Non, c'est pas du tout ça. Nous, on vient s'intéresser. Voilà, une affiche, c'est à peu près 60 heures de travail avec toute la partie graphisme, mais sur ces 60 heures, il y a une grosse partie documentée, Oui. trouver, des photos pour s'inspirer, lire aussi, des livres sur l'histoire des clubs et puis à la fin, ça nous permet d'avoir un bon brief pour travailler avec nos illustrateurs, quoi. Ouais. Alors maintenant, pour parler un peu de la réalité, derrière l'image, bah, parce que de l'extérieur, c'est joli, c'est créatif, esthétique, mais dans la réalité, c'est quoi les coulisses, d'une DNVB, comme la vôtre? Tu veux dire en termes de logistique, en termes Ouais, comment ça se d'organisation? passe au quotidien? Enfin, un peu pour casser l'image, instagrammable. Je comprends, c'est ça. Bah, comment on rythme nos journées notamment? Donc comme je le disais, nous, notre partie, c'est ni le graphisme ni l'impression. Donc c'est Oui, s'entourer des bonnes personnes qui vont le faire. Donc pour la partie, graphisme, voilà, on a des illustrateurs indépendants. Ça permet aussi de diversifier le style. Ça, on l'a pas fait assez au début. Tu évoquais des erreurs, bah, ouais. ça peut en être une. Aujourd'hui aussi, notre quotidien, voilà, c'est Ah oui, ouais. de faire de la veille, Ouais. d'identifier de nouveaux créateurs toujours parce qu'il y a des tendances qui vont plaire. Oui, Parfois, il y a oui. des tendances aussi qui peuvent «mal vieillir» entre guillemets. Donc, on a une grosse partie, là-dessus, sur cette partie, heu, voilà. Benchmarker, trouver de nouveaux illustrateurs. Comment on s'organise? Aujourd'hui, chez l'afficheur français, on est encore que 2, c'est-à-dire, bah, il y a toujours, mon frère Cyril et moi. Donc Cyril est plutôt sur la partie commerciale et logistique. Donc son quotidien, vraiment, ça va être, bah, d'envoyer, les commandes e-commerce, préparer les commandes pour nos revendeurs et sur la partie commerciale, c'est trouver de nouveaux revendeurs. Quand on dit nouveaux revendeurs, pour nous, ça peut être du concept store, de la grande surface, du magasin spécialisé dans le sport. Mais sur cette partie commerciale, c'est aussi aller trouver de nouvelles licences. Contacter Oui. ces détenteurs de licences. Heu, voilà, on a évoqué, on travaille avec, l'AS Saint-Étienne, on travaille avec le Toulouse Football Club, le Tour de France. Donc ce qui est important, bah, c'est, voilà, de continuer d'être proactif sur cette partie licence et d'aller chercher d'autres licences en France, mais aussi à l'international. Ça rythme pas mal notre quotidien. Oui. Moi, je suis plutôt justement sur la partie e-commerce, et la partie, création de produits. Donc je fais le D'accord. lien entre, bah, les graphistes et puis, la partie e-commerce, donc mettre en ligne, les fiches produits, préparer, les produits pour les réseaux sociaux, les publications, et le lien avec l'imprimeur, donc aller chez l'imprimeur notamment quand il y a besoin pour valider chaque affiche, Ouais. à chaque fois. Donc OK. voilà un peu comment Oui, donc s'organise notre quotidien. c'est diversifié, quoi. C'est assez diversifié et nous, il y a quand même quelque chose qui est particulier, au-delà de la saisonnalité du e-commerce qu'on va rencontrer, à tous les e-commerce. Nous, on a une saisonnalité qui va être propre aussi à chaque sport. Et oui. Donc là, par exemple, quand on enregistre là en ce début mai, nous là, on est en pleine préparation du Tour de France qui est dans moins d'un mois. Ouais. Donc on est au cœur de cette saison pour la partie Tour de France, puisqu'évidemment ça se prépare avant pour, Et oui. bah, préparer les affiches pour les boutiques qui vont être sur les étapes du Tour de France, dans les pop-up stores pour le Tour de France et pour le site officiel. Trop bien. Et pour parler un peu de vos clients, est-ce qu'il y a quelque chose dans le comportement d'achat de vos clients qui t'a surpris? Peut-être au niveau de la cible déjà, c'est l'âge. Au début, nous, on faisait un produit qui, entre guillemets, bah, voulait c'était juste pour nous plaire à nous, au tout début. Ouais, Donc on une cible plutôt jeune et en fait, ouais. finalement, on se rend compte que, voilà, notre cible, elle est bien plus large que ça et ça va en effet,
voire parfois des enfants qui vont supporter au club, ou plutôt aux grands-parents avec notamment Mmh. l'esprit vintage qu'on disait tout à l'heure. Euh, et donc, à la fois ça qui nous a surpris, et ensuite, nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est de beaucoup analyser toutes les recherches qu'on a dans notre moteur de recherche interne au Ouais, site, ouais. et de voir la diversité de sports qui peuvent être recherchés sur le site, voilà, pour nous donner aussi de nouvelles idées Bah de oui, création. Ça, c'est c'est quelque chose clair. qu'on adore faire et qui est hyper intéressant. Et puis, on est souvent surpris justement des résultats. Parce que voilà, nous, on suit certains sports personnellement, mais on est moins connaisseurs sur d'autres sports. Et des fois, on est très surpris des requêtes qu'on peut retrouver dans ce moteur de recherche interne. Ouais. Bah oui, vous avez bien raison de regarder. C'est une mine d'infos qui est précieuse pour savoir vers quoi s'orienter, s'il y a des demandes vers un sport en particulier. Exactement, et Ouais. d'identifier des tendances peut-être entre Bah guillemets ouais. un peu avant tout le monde. Oui, Voilà, on peut oui. pas suivre encore une fois tous les sports, donc c'est hyper précieux. Voilà. On, nous, on le regarde de manière vraiment toutes les semaines, on va regarder cette data-là. Aujourd'hui, si tu devais lancer l'afficheur français aujourd'hui, en 2026, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans un contexte qui est encore plus concurrentiel, je pense, qu'il y a quelques années? Plus concurrentiel, c'est certain. Qu'est-ce qu'on ferait différemment? En fait, ça me permet d'aborder qu'est-ce qui nous pose problème aussi aujourd'hui. Nous, on va dire, on va avoir deux problématiques à gérer qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois, voire quelques années. Il y a premièrement les contrefaçons autour de nos produits sur les marketplaces asiatiques. Ah Euh, oui, ouais. où on se retrouve, bah, nos produits, en fait, ils vont être en vente à 2,99 € sur des plateformes asiatiques. Et donc, ça nous demande, nous, de faire un travail de veille pour toujours essayer d'identifier. Alors, c'est assez simple de faire enlever ces produits-là, mais c'est vrai que ça nous demande de l'énergie. Et puis, bah, c'est Mmh. pas simple toujours psychologiquement de se dire, enfin, Ouais, voilà, c'est assez frustrant de c'est retrouver fatigant, quoi. Ouais. des contrefaçons Oui, de bah nos oui. produits. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre de concurrents qui explose sur notre secteur, du fait de l'intelligence artificielle, forcément. Mmh. Puisque là où avant, si vous n'aviez aucun talent graphique, bah, fallait s'entourer d'illustrateurs. Oui. Et bah, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, certains vont faire des créations en quelques secondes, si je puis dire. Donc nous, ça reste quelque chose qu'on s'interdit toujours aujourd'hui, Mmh. mais forcément, voilà, il faut quand même faire avec, en tout cas, être au courant de tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui, parce que bah, ces acteurs-là peuvent se permettre forcément de casser les prix sur ce produit-là, du fait de ne pas avoir de créa, là où nous, on est attaché à avoir des illustrateurs qui sont en France, quoi. Ouais. Donc voilà, ça répond pas parfaitement à ta question dans le sens qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Non, mais ça explique ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à 2020, quoi, hein, et qui est notamment Exactement, l'IA, qui a vachement changé les choses, hein. exactement. Mmh. Et ça, c'est important, et même pour les marques, parce qu'en fait, parfois, bah, les marques et détenteurs de droits de licence peuvent avoir envie de créer eux-mêmes leur gamme, en fait, sans passer par un intermédiaire Ouais, qui aurait voilà, ce oui, talent-là, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je pense que vous vous êtes lancés, au bon moment. Oui, on pense aussi, et puis, bah, aujourd'hui, voilà, tout le travail qu'on a fait ces premières années, ça nous protège aussi un petit peu. Oui, Et puis, nous, ce qu'on veut mettre en avant aussi, voilà, on considère, en tout cas à l'heure où on échange aujourd'hui, c'est que l'IA est pas capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de transmettre ces émotions du sport ouais, sur une créa, quoi. oui, c'est clair. Ouais, ouais, ça, je pense qu'un œil humain, est quand même, enfin, rien ne vaut un travail humain, du moins pour l'instant. Ouais, Heu, on espère, voilà, comme même ça. si Ouais, on s'interroge quand même sur la perception de l'utilisateur et du client final. Voilà, est-ce que certains arrivent à identifier parfois que c'est de l'IA? ouais. On a encore du mal à se positionner là-dessus et à répondre à cette question même. Bah, c'est tellement de mieux en mieux, bien fait que, Faut le reconnaître, ouais, c'est ouais, clair. ouais. C'est clair, donc Et voilà, puis même ça si évolue nous, tellement vite en plus, c'est ça. c'est fou, Donc quoi. nous voilà, on utilise l'IA, mais pas pour nos créations. Mais Oui. l'IA, voilà, forcément, il faut aujourd'hui l'exploiter. Ça Ah va bah, oui, nous aider oui, sur nous faire ça, gagner c'est du temps clair. sur plein d'autres choses, Tellement, même ouais. sur les échanges qu'on peut avoir des illustrateurs. Nous étant pas des illustrateurs, bah, nous permettre de préparer mieux les briefs
grâce Oui. à ces Ouais, ouais, IA-là, tout dans à le sens fait. à imaginer des compositions, parce que, on n'est pas très fort avec un stylo, ça nous aide. Mais, Ouais. mais donc voilà, il y a forcément aussi, il y a toujours un petit côté négatif avec, cette IA. En tout cas, nous, sur notre secteur de marché, on va dire que ça a enlevé, une grosse barrière à l'entrée qui est le fait de créer, quoi. Mmh. Est-ce que tu as une conviction, sur l'avenir, des DNVB, du branding, des marques créatives? Est-ce que j'ai une conviction? Bah, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de marges, enfin de marques pardon, qui émergent et qui se créent quotidiennement, beaucoup plus encore qu'il y a quelques mois, justement aussi du fait de l'IA où c'est Ouais, beaucoup plus simple maintenant, hein, de pouvoir, lancer son site. Malgré tout, je pense beaucoup ne vont pas survivre parce que, ils vont pas prendre le temps assez d'écouter le marché, d'échanger, de comprendre ce qu'attendent les gens. Voilà, aujourd'hui, si je puis dire, en 1 semaine, on est capable de lancer, de monter un business de A à Z, ça, il y a aucun doute. Malgré tout, il faut qu'il y ait un besoin en face et prendre le temps d'écouter le marché, de ce qu'attendent les gens, heu et que voilà, l'humain, il faut pas l'oublier dans voilà, dans le quotidien de ces DNVB-là. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on fait attention et c'est aussi pour ça que c'est compliqué des fois quand on est une DNVB, on n'est pas au contact au quotidien avec le client final. oui, Donc nous, ce qu'on aime bien faire aussi, bah, c'est de temps en temps, voilà, faire des pop-up stores, se déplacer, aller à la rencontre des gens pour, justement bien comprendre ça, au-delà des retours qu'on a sur les réseaux sociaux où pour nous, heu, c'est pas les réseaux sociaux et c'est pas en regardant simplement les commentaires qu'on a sur une publication qu'on peut vraiment comprendre, ce marché-là, quoi. ouais, oui, oui, c'est vraiment en allant au contact des gens, quoi. Oui, on l'oublie parfois en tant que DNVB, puis on a souvent un peu Ouais, la tête dans le guidon dans notre quotidien où voilà, on a tellement de choses à gérer, mais ça reste, c'est très important, quoi. ouais, je pense aussi, ouais. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil issu de ton expérience à donner à quelqu'un qui voudrait lancer une marque e-commerce aujourd'hui? Un conseil, bah, déjà, alors ça c'est le classique, hein, on l'entend tout le temps, mais c'est bien s'entourer. Ça peut paraître, le conseil un peu bête, mais c'est important. On peut pas être, tout seul dans son coin. Nous, ça a été, s'entourer des bons illustrateurs, des bonnes personnes qui vont savoir, imprimer. Mais donc bien s'entourer, c'est hyper important. Heu Ça, c'est un premier conseil et puis, le deuxième conseil, c'est voilà, d'oser. Nous, au début, on n'a pas forcément osé, on était très humbles à se dire: «Bah, non, on lance juste une créa de notre côté». En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec, une des plus belles licences, dans le milieu sportif qu'est le Tour de France. On a plein d'autres licences qui arrivent dans les prochains jours qu'on n'a pas encore annoncées, mais qui sont tout aussi folles, voire encore plus folles. Donc voilà, c'est oser et se permettre d'y croire et d'y aller à fond. Trop bien, super. Eh ben, merci beaucoup Erwan Eh ben, merci beaucoup, Céline pour ton temps, pour toutes ces questions. et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, donc je repère les points de friction, les moments de doute, les choses qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients, donc avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description du podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.